Ne dites pas j'ai fait faillite, dites je deviens solopreneur. Je pense que c'est plus difficile pour Legend de changer Guillaume que pour Finari de changer Mounir. Vous faites quoi le 25 novembre à 8h du matin? Est-ce que c'est du Pilate en salle chauffée? Depuis quelques années, tout le monde veut lancer son business. Mais dans 80% des cas, ce qu'on appelle aujourd'hui un business n'est pas une entreprise. C'est une personne seule avec un ordinateur. Un solopreneur, c'est quelqu'un qui a remplacé un patron par des clients. Un entrepreneur, c'est une personne qui a remplacé son temps par un système. Et entre les deux, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, il y a un gouffre psychologique. C'est beau ça, Romain. Bonjour à tous, bienvenue dans Speakeasy. J'ai envie d'en savoir plus. Incroyable Speakeasy, podcast avec Romain Laneri, Paul Barbossa et moi-même, où on vous parle de nos vies d'entrepreneurs, des trucs qu'on a appris, des sujets qui nous intéressent. Moi, je parle de tech perso sur la chaîne YouTube. Toi, Paul, tu parles de quoi? Moi, je suis sur Insta, je parle de productivité, d'organisation, gestion de temps. Et moi, je raconte des histoires sur YouTube et sur Instagram, principalement. Aujourd'hui, on voit la psychologie des solopreneurs. Je suis très curieux. Pour une fois, on met le mot et le bon. Oui. Parce que tout le monde se dit entrepreneur. Et perso, pendant des années, on m'a dit « Ah, mais toi, t'as une chaîne YouTube, t'es entrepreneur. » Alors en fait, je n'ai jamais signé une seule personne en CDI. Je n'ai pas une entreprise. Je travaille avec des prestataires, avec des artisans. Donc, je me considère comme un créatif, comme quelqu'un qui fait plein de choses. Mais je respecte trop les entrepreneurs. Ceux qui, quand ils payent 5 000, finalement, ne donnent que 2005 aux salariés. Eux, je les respecte trop pour dire mais je suis entrepreneur. Bah si, t'es entrepreneur. Tu crées de la valeur, t'es entrepreneur. Aujourd'hui, c'est différent. Ouais. Aujourd'hui, avec InfluxProd. Même sans InfluxProd, juste tu... Non, mais il y a un truc tu crées des vidéos, t'es entrepreneur. un peu différent, c'est qu'on est beaucoup dans un milieu où on n'a pas fait exprès. Genre, c'était pas un but de créer une boîte, tu vois. Peu importe. On a créé une boîte. Ouais. Oui. Pour toi, un artiste peintre, c'est un entrepreneur? S'il vend ses œuvres, oui. Ça en fait partie, ouais. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. On va essayer de différencier dans ce podcast les solopreneurs des entrepreneurs. Et là-dedans, tu négocies des contrats. Peut-être, mais... T'essayes de faire en sorte que tes vidéos soient le plus vues possible. Donc, t'essayes de trouver un content market fit un peu, tu vois. Donc, en vrai, tu es entrepreneur. Ouais. Je pense que chacun peut avoir sa définition. Tu fais des BP, ton but, c'est de gagner plus d'argent que l'année dernière. Pas forcément. Enfin, en vrai, t'es entrepreneur. Là, je suis pas d'accord. Pas forcément. Pour moi, un entrepreneur doit justement être capitaliste pour que son entreprise fonctionne et qu'il puisse entreprendre. Un artiste peintre n'a pas du tout à faire des BP ou autre. Si il vend sa toile 100 000 balles et qu'il en vend 2 par an, bah en fait, il a juste à faire des belles toiles. J'ai rencontré dernièrement un artiste peintre qui était très connu et qui m'avait dit non, moi je sais pas, j'ai toujours vécu de mon art, mais ça s'est fait malgré moi, quoi, tu vois. Ouais, dans ce cas-là, youtubeur un peu. Ouais, dans ce cas-là, ça... Ouais. Mais un artiste il pur faut pas comme mettre... ça, ouais, en fait, peut-être. ce qui est dommage, c'est de mettre une hiérarchie. Vous n'êtes pas moins bon parce que vous êtes solopreneur. C'est juste une voix différente, c'est un mot différent. On n'a pas dit ça, mais en vrai, un freelance, c'est un entrepreneur. Parce que toi, tu dis solopreneur. Mais en vrai, solopreneur, tu vois ça comme un freelance. C'est plus ça, genre un développeur, c'est ça? Eh ben, écoute, on va commencer tout de suite par le fantasme du « je me suffis à moi-même », si ça vous va. Vas-y, c'est quoi? Alors, c'est la différence déjà entre le « est-ce que je dois compter sur d'autres pour faire avancer mon business » ou est-ce que je n'ai qu'à compter sur moi pour que mon business avance? Un solopreneur est une personne qui n'a qu'à compter sur lui pour que son business avance. Et sur ses clients, évidemment. Pas Un forcément. entrepreneur, aujourd'hui, fonctionne grâce à ses équipes. T'entendras jamais un entrepreneur te dire j'ai travaillé, j'ai fait ça, c'est toujours le on. Parce qu'il sait très bien que s'il n'est pas là demain, la boîte, elle tourne quand même. Après, nous, on est dans, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est dans un angle où on est un peu baisé, parce que nous, dans nos boîtes, même si on scale énormément, même le plus gros des youtubeurs ou je sais pas quoi, grosso modo, si le visage de la boutique est plus là, il y a plus rien, c'est quoi. lié Tu vois à ce que je veux dire? ta personne. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu peux scaler de fou, je sais que t'es en train de scaler pas mal. Demain, si genre, tu fais plus de vidéos ou t'es plus là ou machin, il y a plus rien qui avance, quoi. Bah même, tu peux pas le revendre, par exemple. Tu vois, Non, la boîte, elle construis, est invendable. tu peux pas le revendre. J'ai des contre-exemples. Ah ouais? Il y a une chaîne YouTube en ce moment qui marche bien, dont on parle de plus en plus, qui est Finari. Ouais. Typiquement Oui, Mounir. mais c'est Finari, c'est pas Mounir, la chaîne Mais YouTube. justement, Finari, c'est une lui. application de Oui, finance. Mais Ouais, c'est lui en tête d'affiche. Oui, mais c'est Finari. C'est comme Legend, c'est Guillaume Play. En fait, mais ils ont s'ils mettent utilisé... d'autres Je suis moins d'accord. Je pense que c'est plus difficile pour Legend de changer Guillaume que pour Finari de changer Mounir. Ah, je pense que Parce c'est que très dur Guillaume aujourd'hui. a une façon... ça se débat. Je pense que Guillaume a une particularité de présenter, de prendre de la place, d'être avec l'invité,
qui est plus difficile à remplacer que Mounir qui suit un script qui est très bien écrit par ses auteurs. Tu penses qu'aujourd'hui, la chaîne YouTube de Finari, donc application de finances personnelles qui a utilisé YouTube pour faire de la promotion de l'app et qui a très bien marché, des contenus originaux, tu penses qu'aujourd'hui, la chaîne Finari sans Mounir, ça marche quand même? Ouais, sans problème. Et vraiment, Mounir, bravo pour le taf. Et je pense bien sûr, c'est pas le sujet. Que ça sera un plus beau compliment pour lui de voir qu'il a créé quelque chose dont on peut se passer de lui que d'avoir créé quelque chose qui dépend de lui. Parce que les scripts et les sujets, tu viens voir les sujets. Ils sont je te parle peut-être pas de ses interviews. Peut-être que certaines personnes aiment spécialement Mounir pour ses interviews, finances et autres. Mais typiquement, ma chaîne YouTube, les chroniques, si je trouve un bon comédien, comme toi. Hein. Je ne pense pas que mes chroniques... Ah non, moi je pense que mes chroniques font autant de vues. Je pense qu'on sous-estime aussi l'impact de ta personnalité sur le nombre de vues. Peut-être. Hein. Je dis pas de ne plus être là du tout, mais je pense que les gens viennent avant tout pour la façon de traiter un sujet ou les sujets que tu vas aborder. Et en tout cas, c'est ce qui est souhaitable dans nos métiers. Mais carrément, moi juste pour rebondir sur le côté solopreneur, moi je pense qu'il y a des solopreneurs qui construisent des systèmes également et qui ne comptent pas que sur leur temps pour gagner de l'argent. Tu vois, tu peux créer un SaaS, tu peux créer une application qui dépend pas que de toi et qui peut tourner même sans toi, en étant seul. Tu vois, je pense que c'est pas indissocié. On va voir quelques chiffres. Forcément d'accord avec le terme. Monsieur Paul Barbossa. T'as vu, il répond même pas. Il répond même pas. Je fais comme un politique. Vas-y. C'est ça, il passe à la pour suite. vous répondre, et là, ils te répondent. Tu sors les flashcards, tu sais, genre. Il est en galère. Pour vous répondre, il faut associer le local avec l'acte démocratique, parce qu'il n'y a uniquement que dans les partenariats qu'on retrouvera l'engagement citoyen. Moi, c'est ce que je crois. Un dynamisme fort, c'est ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui. Pour avoir un fort dynamisme. Au secours. En France, plus de 4,5 millions de travailleurs indépendants en 2024, d'après l'INSEE. C'est énorme. 37% déclarent avoir choisi ce statut pour ne plus dépendre d'un manager, mais 2 sur 3 se disent épuisés mentalement par la charge de travail. Ah bah bien sûr. Alors là-dedans, tu mets les graphistes freelance, les conducteurs Uber, le solopreneur, c'est souvent un créatif, un designer, consultant, dev, coach, j'ai noté, vidéaste aussi, qui a transformé sa compétence en activité rentable. C'est un freelance. Pour moi, le terme exact, c'est freelance. Ouais. Oui. Solopreneur, c'est pas forcément exact. T'es casse-couille aujourd'hui. Ouais, Paul. non, mais c'est vrai, parce qu'il y a peut-être des solopreneurs qui écoutent là et qui se disent, tiens, moi, je suis pas un freelance. Moi, je construis des systèmes pour moins taffer et gagner. Est-ce qu'au montage, on peut mettre des petites lunettes à Paul pour faire genre actuali? Pour moi, le terme exact, c'est freelance. Non, mais c'est vrai, on pense pas. Il y a des gens qui... Le saviez-vous? Un solopreneur n'est pas un freelance. Non, mais parce que toi, t'associes le fait d'être seul au fait de bosser contre son temps. En fait, ça n'a aucun rapport. Je différencie juste une activité qui se travaille en équipe d'une activité qui se travaille en solo. C'est tout. Non, parce que dans ton exemple, t'as dit solopreneur, c'est vendre son temps pour de l'argent. Mais c'est pas ça. Si. Oui, parce que c'est ta définition. Je vois le point. Ouais. En fait, j'ai pensé à. Tu vois que c'est Levels.io? Non, je connais pas. C'est un gars qui est solopreneur et qui fait plein de petits outils en ligne. Et en fait, lui, son délire, c'est un peu genre j'ai un MacBook Air et une connexion Internet, je travaille de n'importe où et je crée des trucs. Et il a des très très gros SaaS en ligne. Et effectivement, du coup, il vend pas forcément son temps. Exactement. Exact. C'est plus niche. C'est une extension de lui-même. Ça, je le conçois. Maintenant, c'est pas le cas de tous les artisans, les artistes, les coachs de sport, les créas dans la musique, tu vois. C'est juste que je trouve ça intéressant encore plus aujourd'hui grâce aux outils qui nous sont possibles avec les agents IA, les IA, Internet, de façon globale. J'aurais tendance aujourd'hui à dire que je préférerais une activité solopreneur via des systèmes automatisés de SaaS où je mets mon savoir au sein d'un outil qui fonctionne sans moi et je n'ai pas d'humain à gérer, plutôt que, et ce que je trouve très respectable, les entrepreneurs qui, eux, se réveillent le matin, non pas juste pour se faire kiffer dans leur boîte, mais parce que sinon, Thierry de la Compta, il paye pas son prêt immobilier, en fait, s'il se lève pas ce matin et si la boîte ne tombe pas. Et il y a une pression humaine qui est quand même différente, parce qu'il faut pas oublier que malgré ces chiffres-là, 4,5 millions de personnes indépendantes et tout ça, il y a plein de gens qui sont super contents d'avoir leur CDI fixe, qui apprennent encore des choses au travail, mais qui font parfois aussi juste que de bosser par nécessité et qui prennent pas de kiff au boulot et qui sont juste très contents de sortir à 17-18 heures du taf et faire d'autres choses. Donc, je pense qu'il faut les deux. J'arrive plus à retrouver, ça fait mais vraiment
à mon avis, plus d'1 an que je recherche cette citation. C'était un entrepreneur américain qui avait donné une stat que d'ici 10 ans, la plupart des gens ne seraient plus du tout employés et qu'on vivrait tous dans un système de freelance. Je trouvais ça assez curieux et en même temps pas si déconnant parce qu'il prenait l'exemple de Uber qui a transformé parfois des livreurs en chauffeurs indépendants et autres. Bon, plupart sous-payés, c'est une catastrophe. Il y a encore des entreprises qui essaient de se relancer en garantissant des choses plus convenables à leurs employés, mais ça peut être un chemin. Je pense que c'est l'évolution méga naturelle des choses. De toute façon, c'est déjà un peu le cas, vite fait, mais là, peut-être en 2 générations, même pas, on est passé de je passe 40 ans dans une boîte et c'est ça la situation standard, à je fais 17 boîtes dans ma vie et des périodes de chômage de 1 an, 2 ans et des machins, donc on n'est pas très loin de... Je pense qu'il y aura un plafond de verre à un moment. Tu penses ? Des gens qui sont faits pour rester en CDI et c'est très bien comme ça. Moi, je le vois. Je pense qu'il y aura un plafond de verre. Ce sera pas 100% freelance. En fait, je sais pas si cette situation de genre stabilité, elle va continuer à exister plus tard. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, ça n'a rien à voir. Et je pense que pour les gens qui nous écoutent, ça va les faire rire. Dans l'un des derniers épisodes, je vous ai parlé d'un coach de sport. Tout à fait. Le tien ? Oui, il fait du pilates en salle chauffée. Oui, c'était ça. Toi. Oui. Vous faites quoi le 25 novembre à 8h du matin ? C'est une vraie invitation ? Est-ce que c'est une vraie invitation ? Est-ce que c'est du pilates en salle chauffée ? C'est du pilates en salle chauffée. Mais c'est enregistré là pour le podcast ? C'est enregistré, j'avais envie. Je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse découvrir puisque vous vous foutiez de ma gueule. Le 25 à quelle heure ? Le 25 novembre à 8h. Ça dure combien de temps ? J'ai un call. 1 heure. J'ai ma douche à 8h15, mais je rigole. En vrai, ça fait tu m'enverras l'invitation Google Calendar. Moi, j'essaierai de le faire marcher. Vas-y. Ok, parfait. C'est 8h. C'est terrifiant. Mais là, c'est un traquenard. Non, mais ça n'a aucun rapport. En fait, ce mec fait ce podcast pour nous mettre dans des sauces. Il te dit ça. Tu n'as aucun rapport avec Si vous nous suivez sur les réseaux, vous aurez 3h du matin. Vous aurez la photo comme ça de Henri et de Paul. Attends, 8h du matin, mais moi, j'adore. J'aurais pu vous dire 7h, j'ai été gentil. D'habitude, c'est 7h, moi. Tu veux faire de la course de fond dans une baignoire avec des glaçons ? C'est vraiment ça. Bon, c'est d'habitude des potes ils t'appellent pour les trucs sympas. Là, en podcast. Ah non, moi j'adore. Mais vous allez voir que vous allez adorer. Je suis très content. J'ai pas compris. On peut passer. C'est trop drôle. À un réflexe qui est de tout valider. J'adore passer du coq à l'âne, c'est exceptionnel. Les chercheurs appellent ça le syndrome du contrôle cognitif. Tu veux garder la main sur chaque pixel, chaque mail, chaque client, chaque facture, chaque séance de sport. C'est un besoin de cohérence, pas d'ego. Mais dans les faits, c'est une impasse. La Harvard Business Review de 2019 a mesuré que les fondateurs solo ont 60% plus de risques d'échec avant la 3e année. Et que le facteur principal, ce n'est pas le manque de capital, c'est le refus de déléguer. Ah, le refus de déléguer, c'est marrant. Ça, on peut donner l'exemple de notre industrie qu'on connaît tous. C'est les mecs qui ne prennent pas de monteur parce qu'ils sont en train de faire « Oui, non, mais il faut que je fasse parfaitement mon truc. » Genre, du coup, en fait, tu finis par stagner ou même... tu finis par péter un plomb, surtout. Devenir fou, parce que littéralement. Tu passes la moitié de ta semaine à monter des vidéos et tu te dis, j'ai pas envie de réduire ma marge en déléguant et parce que je suis un peu perfectionniste aussi, j'ai pas envie de le passer. Mais du coup, tu n'évolues pas. Déjà, c'est un ego de ouf. Ça veut dire que tu considères que dans le monde, il n'y a pas meilleur que toi pour monter tes vidéos. Ouais, parce que tu te dis, c'est ton identité, si t'es radin, moi ça me va. Truc. Tu me dis, écoute, je suis une pince, j'ai pas envie de dépenser 1 euro ailleurs. De toi à moi. Pas de problème. J'adore cette excuse-là. Elle me va. Mais la vérité, c'est que... Mais l'autre partie, quand tu me dis non, parce qu'en fait, j'aurais ma patte, j'aurais de... L'ego du gars, quoi. Ça veut dire que tu considères que dans le monde, il y a personne qui est aussi bon. Mais évidemment, déjà, on a un métier d'ego. On voit notre gueule toute la journée. Il faut quand même qu'on en ait un petit peu. Tu te montes en plus, toi. Et en plus, tu te montes. On l'a fait pendant 10 ans, moi, toute la journée. J'étais là. Et hello tout le monde. Et bien salut tout le monde. Et bien salut tout le monde. Et bien, c'est un enfer à voir. Je sais pas si c'est autant de l'ego que de la giga crainte que tu sais quand t'as trouvé un petit truc qui plaît à des gens et tout. T'as peur de casser un peu le. De dire que ce sera moins spontané, naturel. Ouais, exactement. Tu perds un peu ce côté direct avec les gens. Ce qui n'est pas forcément le cas, en vrai, quand tu délègues. Non. Il y a une citation que j'avais notée. La peur de déléguer vient rarement d'un manque de confiance envers les autres, mais d'une peur de perdre le sentiment d'utilité. Ça venait de The Solo Founder Trap de 2022. Ah, c'est intéressant. Genre, tu sers à rien parce que tu... Oui. En fait, c'est le truc de... Mais du coup, si je fais plus ça, à quoi je sers vraiment dans mon business ? Ou même un manque de confiance en son business. Parce que tu te dis... Est-ce que mon temps vaut assez pour
déléguer cette tâche et faire autre chose. J'ai entendu même mieux une fois. J'ai entendu, mais en même temps, on me paye pour travailler. Attends, qui ? Un créateur qui m'avait dit, je comprends pas, si j'ai un sponsor, si j'ai une collaboration commerciale, ça me paye moi pour faire quelque chose. Ah oui, non. Oh mon chéri, oh non. Ça paye ton entreprise, mais après... je peux te dire que Kylian Mbappé... Je peux te dire que Cédric Grolet, c'est pas lui qui fait les pâtisseries tous les matins dans toutes les boulangeries de France, tu vois. Moi, je pensais qu'il avait son jet. Il était en Gulfstream en train de faire des croissants. C'est Taylor Swift des concerts, le gars du croissant. Quand j'achète un croissant Cédric Grolet, c'est pas lui. Et non, c'est une marque. C'est terrible. C'est un gage de qualité. Bah oui, bien sûr. Voilà. Non, mais surtout, Kylian Mbappé, il fait pas 300 millions d'euros de temps de travail. C'est absurde. On passe à une autre partie du solopreneur, le multitâche et l'épuisement caché. Il y a des neuroscientifiques de Stanford en 2009 qui l'ont démontré, le multitâche dégrade les performances cognitives de 40%. Les personnes qui switchent en permanence entre des tâches sont plus lentes, plus distraites et retiennent moins d'informations. Typiquement, on parlait de déléguer du travail comme du montage vidéo dans notre industrie. Ça te permettrait de faire moins de multitâches et d'être plus concentré sur les sujets à traiter par la suite, de l'écriture peut-être. Ouais, mais quelqu'un qui est vraiment multitâche, il restera multitâche, il trouvera d'autres tâches. Je pense... Comment ? Pour moi, ça n'a pas forcément lien le fait de déléguer et le multitâche. Plus tu délègues, plus tu peux être concentré sur ta zone de génie à toi. En fait, plus tu trouves d'autres trucs à faire. Vous avez raison tous les deux. Le problème, c'est que c'est une monomanie, c'est dans la tête. C'est-à-dire que si t'es un multitâche par défaut, tu vas te remplir ton temps avec des nouveaux trucs. Je sais, je suis comme ça. Je suis comme ça aussi. Donc voilà. Tu vois, toi, tu fais plus le montage, mais t'as lancé d'autres projets à côté. Tu fais Influx Pro, tu fais tu fais de la télé. Et peut-être que si tu faisais le montage... C'est ce mot. Tu fais de la télé. T'as l'impression que t'es à Hollywood. C'est ça ou pas ? Il y a Influx Pâtisserie, faut quand même qu'on en parle. Maintenant. Ça serait génial, Vincent. Tu sais, des gâteaux. Non ironiquement, avec l'image Influx, c'est pas impossible. Influx Pastry. Franchement, at 96 Boulevard de Sébastopol. Attends, parce que les gens ont pas forcément la ref, mais il y a déjà du miel Influx, donc on n'est pas si loin. Ça datait, ça. C'est vrai, il y a la ref. Malgré ça, c'est typiquement ce que fait un solopreneur. Au-delà de Henri et moi, peut-être qui sommes multitâches H24. Toi, t'es comment, Paul ? C'est infernal. T'es moins là-dessus ? J'essaye d'être moins là-dessus, justement. Je fais qu'un truc à la fois. Toi, t'es hyper bien cadré. J'essaye. Je suis pas parfait. Quand je vais dans ton bureau, je vois que t'as des timers Pomodoro et tout. Des fois, il rentre, ça sonne de partout. Ouais, ça m'impressionne un peu. La réalité, c'est que, vous le disiez, on répond à un client, on prépare un devis, on poste du contenu, on monte une vidéo, enfin, on fait un peu tout à la fois, quoi. Mais on bosse sur plein de choses sans forcément faire avancer le bateau global. Et je pense que c'est là la différence entre un solopreneur, si tu mets à côté les SaaS, et les entrepreneurs. Les entrepreneurs essaient de déléguer la tâche qu'ils réussissent en général à 80-90%. Quand ils savent faire cette tâche-là à ce niveau-là de compétence, ils la délèguent. Et c'est ce qui leur permet de créer aussi des business plus forts sur du long terme. Ouais. Du coup, est-ce que tu es d'accord sur la leçon ? En gros, tant que ton business dépend de ton ego, il ne dépassera jamais... Effectivement, en fait, tout est une question de chemin. Quel chemin tu veux ? Il y en a qui restent solopreneurs freelance et c'est la vie qu'ils ont envie de mener et ils vont jamais embaucher quelqu'un et c'est très bien comme ça. Par contre, si tu as envie effectivement de croître et de grossir et de créer un truc qui te dépasse, là, à un moment, comme tu l'as dit, il faut mettre ton ego de côté, déléguer, réduire ta marge, mais parce que tu vois plus long. Mais ça demande... un peu de réflexion, de dire ok, je vais mettre mon ego de côté, je vais déléguer le montage. Tu vois, moi maintenant je délègue le montage. Des fois je vois des trucs qui sont un peu moins bien. Ou c'est difficile. Ou différents, pas moins bien mais différents. Et maintenant je le publie quand même et personne ne le remarque en fait. C'est juste que on est trop perfectionniste pour rien. Parce qu'en fait tout le monde s'en fout de. Mais je pense pas que ça soit du perfectionnisme. Je pense que c'est de l'ego. C'est parce que c'est pas toi qui l'as fait comme toi tu voulais. Ah ouais ? Mais parce que t'as envie de servir un truc cool aux gens, c'est peut-être ça aussi. Mais pourquoi ça serait moins cool ? C'est juste différent de ce que t'as fait. Ouais, c'est pas moins cool. Ouais, c'est plus ça. Ouais, c'est vrai. Alors, le plus dur, c'est que parfois, il y a vraiment des vraies erreurs, mais dans le processus de déléguer et d'avoir des relations long terme avec les gens, moi, je travaille que avec des gens avec qui je bosse depuis des années maintenant. Donc, on est passé par ces étapes-là, tu vois. Mais il faut accepter de laisser passer des erreurs en public
Là, je parle dans le métier de créateur et c'est extrêmement difficile. Quand tu vois des trucs, genre, on fait un réel par jour, tu vois, et au début, il y a plein de trucs dans les montages que je voyais, mais dans le processus d'apprendre à la personne à qui tu délègues, il faut laisser passer des trucs et que du coup, tu vois, elle voit la réaction du public, les machins, elle se dit « Ah putain, ça, je le ferai comme ça non, ça machin, ça oui. » Mais c'est très dur psychologiquement de laisser passer des trucs et de laisser uploader des trucs sur ton bébé, sur tes chaînes et tout, c'est ça. avec des trucs que t'aurais vu en review, quoi. Mais t'as pas trop de choix si tu veux scaler. T'en parlais du miroir, ça va avec la solitude décisionnelle. Tu décides tout seul, ça peut être séduisant au début, tu décides de tout, tu réponds à personne, mais rapidement tu tombes dans le solopreneur loop, un cycle où tu réfléchis à tout, seul, sans feedback externe. C'est là où le club Paul Barbosa rentre dans la course, c'est d'arrêter c'est tellement bien placé. C'est magnifique. Oh là 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 là. Postuler. Évidemment. Ah, tu veux que j'explique ? Bah avec plaisir. Parce que je trouve que là, typiquement, c'est ce que règle comme problème le club, fondamental. Ouais, c'est un des plus gros problèmes qu'on a quand on est plutôt indépendant, du coup, ou entrepreneur solo. C'est la solitude. On se sent seul, on n'a personne à qui parler de nos problèmes, et du coup, c'est pour ça que j'ai lancé le club. Et Paul Barbosa vous donne des amis. En fait, j'ai cru qu'il allait commencer par « c'est l'un des plus gros clubs de France ». C'est comme les gros entrepreneurs. Donc, je vais le faire en mode Anthony Bourbon. Le club Paul Barbosa, c'est le club qui te permet de scaler ton business. T'arrêtes d'être tout seul, tu vas voir des gens, tu sors de chez toi, tu bouges ton cul. C'est la première règle pour faire scaler ton business. Ce qu'on veut, c'est un business scalable qui rapporte de la thune. On veut être millionnaire, on veut être milliardaire. Au-dessous, ça nous intéresse pas. Le club paulbarbosa.fr, il est là tous les jours. Il faut s'y inscrire, il faut s'y donner. Et sinon, tu scaleras pas. Et si tu scales pas, tu meurs. Voilà, cette vidéo sera diffusée en Anthony, publicité. je t'embrasse. Et le pire, c'est que je sais qu'il y a des bar feed dans le bureau du club. C'est ça la signature. Non mais c'est vrai. Ça s'appelle plus feed maintenant. Quoi ? Fin de la phrase. Ah, j'ai pas l'info. Feed s'appelle plus feed ? Ça s'appelle... j'ai plus le nom, mais c'est un... Il a tout confondu. Ça s'appelle le Blast Club. Alors non. Le Blast Club, c'est différent. Des bars en chocolat. Attendez, je vous donne le nom parce que... Pourquoi ils ont fait ça ? Trop bizarre. Ah, OKR. Ouais, ok. OKR. Bah, ça a été racheté Objective Key Results. Ok. OKR. Oui, mais ça c'est connu dans le business, mais je savais pas que la marque avait été... La marque s'appelle comme ça. Ok. Donc sans le club Paul Barbosa, rapidement, tu tombes dans le solopreneur loop. C'est ce cycle où tu réfléchis à tout seul et en général, tu changes de direction, tu modifies ton branding, tu refais ton site, tu cherches la bonne idée encore et encore. Ça nous est tous arrivé, ça a changé 20 fois un titre de vidéo comme si ça allait révolutionner l'algorithme, faire notre site internet 10 fois alors que ta landing page, elle était lancée avant-hier et que tu es déjà en train de tout modifier. Il y a le MIT Sloan Management Review de 2023 qui a analysé 3800 startups pour réussir à ces résultats. Les entreprises fondées à plusieurs exécutent 38% plus vite et sont 2,6 fois plus susceptibles de lever des fonds. La raison, le désaccord interne crée de la clarté. Seul, tu n'as pas de friction et sans friction, tu n'as pas d'innovation. Je trouvais ça assez fort. La fin m'a rassuré parce qu'au début j'étais vraiment genre il fallait une étude du MIT pour savoir que quand t'as plusieurs personnes tu travailles plus vite. Mais tu non, regardes en fait, on va deux fois plus vite. Et on est 4. Contre-exemple on total. a fait une grosse étude, mais là c'est sûr. Étude américaine. OnlyFans vous dit d'aller vous faire foutre. 30 employés, meilleur rendement par employé, ils sont que 30. Donc non, c'est pas vrai qu'il faut être 800 000 dans une boîte. C'est fini l'époque où il faut que tu aies 300 000 salariés pour dire que tu es entrepreneur, que tu es manager. Non, c'est vrai, tu peux avoir une super bonne idée de SaaS, être 4 dans l'équipe, faire 1 million par semaine. Mais il y a des boîtes comme ça qui sont terrifiantes. Et qui sont insupportables. Moi, quand je vois ça, je me dis, mec, insupportable. Tether, c'est la boîte qui fait le plus de rendement par employé au monde. Ils font des dizaines de milliards, ils sont genre 12. C'est ahurissant, tu vois. Incroyable. Mais effectivement, je te rejoins sur ce point-là. Quand tu es vraiment seul sur ta boîte, que tu sois freelance ou pas, bah, t'as personne à qui parler de ce que tu penses, de tes enjeux du moment, et donc tu finis par péter un câble à un moment. C'est ce qui fait qu'aux events du club Paul Barbosa, ne commencez pas par je travaille sur un truc, mais c'est secret. Ah, ça, non. Y en a... mais ça, c'est insupportable. Insupportable. Tu dois en croiser plein, toi. En fait, non, ils sont pas comme ça. Tant que t'as pas de NDA avec Apple ou avec Nvidia en ce moment, il y a rien qui est secret.
Vraiment, ça ne va pas faire capoter ton business. T'es pas un génie qui a inventé Uber avant Uber. Avant Uber, il y avait des taxis, connard, en fait. Donc, en fait, il y a rien qui a inventé. On est là, on améliore, on pousse l'innovation, mais il y a rien de secret. Et souvent, les gens, moi, sont choqués. Quand je rencontre des abonnés, ils me disent « C'est quoi alors ta prochaine vidéo ?»« Ah bah c'est ça, on a fait ça. »« Bah c'est trop cool, merci de me le dire. »« Bah non, mais t'en penses quoi ? Tu vas cliquer dessus ou pas ?»« Ah bah je pense, parce qu'en fait, machin... » Bah c'est cool, ça me donne du feedback. Mais surtout, personne va rien faire, personne va écrire et tourner la vidéo. En 4 jours. J'ai interviewé moi aussi le général de corps d'armée, Bruno Baratz. Non, Jean-Philippe, en fait, en une semaine, tu vas pas faire la même chose et même que ce si qu'on ça a arrive fait. en vrai. Et ben trop bien. Voilà. Ça crée un sujet ensemble, ça crée un bucket de contenu, et ça veut dire que ça va référencer le contenu. Un marché où il y a personne, c'est un marché où il y a pas d'argent. Et surtout, rien n'est secret. Rien n'est secret. Arrêtez de dire c'est secret, je le dis pas. Complètement. Tu peux dire on est en train de travailler là-dessus, on est encore en train de prendre les avis de certains, machin. Tiens, regarde, je te le pitch en 2 secondes, dis-moi ce que t'en penses. C'est gratuit, quoi. Vraiment c'est secret, génial. C'est quand t'as un NDA et que t'es payé pour ça. Exactement. Oui, la logique. Quand ça dépend pas de toi. Ouais, quand c'est LVMH qui te fait bosser et qui te dit ça, tu fermes ta gueule, sinon prison. Oui, tu dis pas, les gars, j'ai un truc ce soir, je veux votre avis. Tu vois, c'est la limite. Voilà. Bon, j'ai essayé de récapituler un petit peu le solopreneur et l'entrepreneur. Donc, solopreneur, tu crées une activité rentable. Entrepreneur, tu crées un système qui tourne sans toi. Tu monétises ton temps en tant que solopreneur quand tu achètes le temps des autres en tant qu'entrepreneur. Tu veux être libre en tant que solopreneur quand tu veux bâtir quelque chose de durable en tant qu'entrepreneur. Bref, je pourrais continuer comme ça longtemps. On comprend les grandes différences. La question qu'on peut se poser, c'est oui, mais du coup, est-ce que je peux être entrepreneur J1 ? Oui. Tu peux déjà t'associer à quelqu'un, tu peux déjà essayer de ne pas te lancer tout seul dans cette activité. Tu peux, et il y en a plein, par exemple, des artisans ou autres qui font des prêts bancaires pour racheter des activités existantes avec déjà quelques employés pour pas partir de zéro, parce qu'il y a déjà un commerce, parce qu'il y a déjà quelque chose qui est là. Il y a une mode de ça là en ce moment là. J'ai l'impression qu'il y a plein de vieux qui laissent leur boîte. Il y a un truc en plus, il y a un rachat de. Ouais. Donc c'est aussi mais là aussi, tu as passé un stade d'ego. Parce qu'il y en a plein qui disent « Ah non, c'est pas ma boîte, c'est pas moi qui l'ai construite. » On s'en fout, Charles. C'est mieux de gagner 8 ans de travail et de l'avoir tout de suite que de tout refaire de zéro et d'être au même stade que la boîte que tu aurais fait maintenant dans 8 ans, alors que d'un point de vue business, les chiffres tiennent, quoi, tu vois. Surtout quand tu fais pas de l'innovation, parce qu'il y a plein de trucs que tu peux faire qui sont pas forcément ultra innovants, genre on a besoin de toi et de ta giga idée appliquée. Il y a plein de boîtes qui sont des boulangeries. C'est ça. Des pâtisseries. C'est vrai. Par exemple, comme celle de Cédric Grolet, tu veux dire. Exactement. C'est là où on en vient sur ce qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux, le personal branding entre un solopreneur et des entrepreneurs. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui ont un peu, je trouve, brouillé les repères. On distingue plus vraiment un créateur solo d'une entreprise. Il y a aussi beaucoup de charlatans, de gens qui te racontent n'importe quoi. C'est difficile. Hein. LinkedIn glorifie les CEO d'eux-mêmes. TikTok célèbre le freedom lifestyle et YouTube a transformé le freelancing en storytelling héroïque. Comme le rappelle Stripe Atlas Report en 2024, 76% des solo founders ferment leur activité avant 3 ans. Ah, c'est drôle. Contre 57% des structures avec des cofondateurs. Donc aussi, le fait de t'entourer, t'as moins de chances de fail parce que forcément, tu diversifies l'énergie. Il a bien écrit son truc. Hein. Ouais. Il y a des chiffres et tout. On essaie de bien le faire. T'as vu ? Et avis, rien à voir, mais tant qu'on. Je t'en ai parlé de mon chat GPT amélioré ou pas ? Oui, voilà. Ben voilà, résultat. C'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai scalé. Ben oui. Non, j'ai rebondissement, rien à voir, mais je trouve que c'est beaucoup moins insupportable qu'avant LinkedIn. Ça a évolué pour le mieux. Je pense que c'est ton feed qui s'est amélioré. Ouais, peut-être que l'algo fait que. C'est trop bien. J'ai que des gens qui parlent normalement, des experts dans leur domaine qui donnent leur avis sur des trucs. C'est assez cool. D'ailleurs, suivez Hardisk sur LinkedIn. C'est vrai, ça, vous pouvez faire ça. Et je fais tout ce que je viens de dire. Ça va être génial. Vraiment. Le call to action, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, Romain ? Je me pose la question à la fin, c'est est-ce que les gens doivent renoncer au jeu pour un nous ? Est-ce que c'est bien une chanson française que tu es en train de faire. Attends, j'essaie de la chanter. Parce que je dois renoncer au jeu pour un nous. On en est là. Non, pour moi, ça dépend à 100% de ce que tu as envie de faire, ta mission et ce que tu veux développer. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de dualité. Il y en a qui sont freelance, il y en a qui lancent des boîtes et les deux vont de pair. Quoi. Non, par contre, c'est beaucoup plus dur de changer après
que de démarrer d'un côté ou de l'autre, je trouve. Ouais, et encore, tu vois, tu peux être freelance pendant 5 ans, tu commences à en avoir marre, et tu te dis, tiens, j'ai une idée de produit. Ah oui, qui mais peut me c'est permettre- quand même plus facile d'être solopreneur et de devenir entrepreneur que d'être entrepreneur et d'être solopreneur. C'est vrai que ça existe moins Du dans le jour au lendemain, je vire tout le monde. Alors, tu m'as demandé un montage vidéo. Ok, alors attends, faut que je télécharge un logiciel de montage vidéo. Tu m'as demandé un shooting photo. Alors attends, faut que j'aille acheter un appareil photo. T'as raison, c'est con, ça s'appelle effectivement juste virer tout le monde. Ça n'a rien à voir. Ça s'appelle une liquidation judiciaire, en fait. C'est tout. C'est triste, mais c'est un peu vrai quand même. Non, il y en a qui revendent leur boîte juste pour être tranquille et être développeur dans leur coin. Ne dites pas j'ai fait faillite. Dites je deviens solopreneur. C'est très bien. Solopreneur 5 fois sur LinkedIn, tu vas voir apparaître. C'est très bien. Ok, je suis d'accord. Oui, je valide. En tout cas, on a bien vu les différences. Et ça, Internet, c'est grave. C'était la promesse. Je pense qu'en tout cas, à la fin, vraiment, faut accepter le fait qu'il y ait des très bons solopreneurs, des très mauvais entrepreneurs, inversement aussi. On n'est pas du tout, et je parle là pour nous trois, dans le fait de glorifier le statut d'entrepreneur ou freelance plus que une personne qui sera embauchée dans une grosse boîte ou une personne en contrat en CDI. Enfin, en fait, le tout à la fin, c'est que ça vous ressemble. Moi, je pense que c'est le seul truc à retenir, c'est que ça doit être une activité qui vous ressemble. Si vous n'avez pas envie de faire de la comptabilité toute la journée avec des chiffres et des rendez-vous à la banque, évitez d'embaucher, évitez de créer une boîte. C'est un peu con. Tout d'un coup, votre métier se transforme dans autre chose. Si ce que vous adorez, c'est passer votre journée sur Photoshop, il vaut mieux que vous soyez le meilleur dans votre domaine sur Photoshop et que vous puissiez bosser avec de belles entreprises qui vous font bosser en tant que freelance sur ces sujets-là. C'est génial. Vous serez beaucoup plus serein et vous gagnerez vachement mieux votre vie que de vous faire chier à plafonner vos revenus, à voir si vous avez l'occasion de vous verser des dividendes en fin d'année ou pas. Enfin, c'est un autre game. Hein. Ouais, totalement. Y a des entrepreneurs qui ont une valo de boîte exceptionnelle, ils continuent de toucher 2000 € par mois et ils croisent tout ce qu'ils peuvent croiser pour que dans 10 ans, ils fassent ce qu'on appelle un exit. Parce qu'en fait, sinon, c'était juste du vent. C'est juste une valo actuelle jusqu'à ce qu'une autre boîte vienne défoncer le marché, comme l'a déjà fait Adobe, Apple ou autre sur plein de prestataires de services. Avant d'avoir Apple Wallet, on pouvait faire ça différemment. Ils les ont tués. Y a des exemples de ouf, en SaaS notamment, tous les SaaS, qui se font la keynote, défoncer. ils tremblent. Hein. Ah, même en social. Là, la d'ici pour eux, c'est le... Et vous vous souvenez, mais moi, il y a un exemple que je trouve génial, c'est sur les réseaux sociaux. Vous vous souvenez de Foursquare ? Non, c'est quoi ? Ah oui, putain, oui. oui. Alors attends, est-ce que je me souviens bien du concept parce que j'étais jeune quand même. Mais Foursquare, c'était une app où en gros tu pouvais check-in, genre j'étais à telle boutique, tel restaurant, tel machin, et c'était un peu un réseau social des endroits où t'allais et tu suivais quelqu'un parce qu'il aimait bien tel type de restaurant que t'aimes bien aussi, et du coup tu pouvais aussi devenir le maire d'un endroit, genre tu vois, genre dans le je sais pas moi 11e arrondissement de Paris, tu vas souvent à ces endroits-là et tout, donc c'est toi un peu le king of the hill de cet endroit-là, tu vois. Et ça s'est fait complètement assassiner ce truc par plusieurs trucs, par Insta en fait, ouais, genre, Insta, les gens vont sur Google Maps, Google Maps littéralement, et pour les avis, en fait les avis, même TikTok en fait. Et je pense, je le balance comme ça n'a aucun rapport, je pense que Google Maps pourrait très vite devenir un réseau social. S'ils mettent des vidéos dedans ? Il y a déjà des vidéos, il y a déjà des photos, il manque simplement le fait que tu puisses suivre un profil et les lieux auxquels il se rend. Mais comme et je pense que le Google Plus, c'était Mapster. Google Plus à l'époque. Ouais. C'était ça, c'était Google Circle. Non, c'était. Il y avait Google des circles Plus, dans Google dans Plus. Google Plus, c'était ça. Je pense qu'on n'est pas loin d'y revenir. Ouais. Il pose ça là. Je pose ça là en légende. Parce que je trouve l'outil vachement bien fait. T'as pas besoin d'avoir un compte Google pour accéder au restaurant ou au lieu. Et il y a typiquement dans la vidéo où je parle de Monaco et autres, quand on me demande le lieu, j'envoyais un lien Google Maps, mais tu me suis pas moi en tant que qu'influenceur Google Maps. J'ai trop hâte d'être influenceur Google Maps. Pourtant, t'as une carte secrète. Elle est bien. Elle est très bien. Tu l'as pas envoyé d'ailleurs. T'as pas la carte de Rome? Non, j'ai pas. Et il faut qu'on mette ça en avantage Speakeasy pour un objectif. Vous savez qu'on s'est lancé sur YouTube. 10 000 abonnés YouTube, je le mets dans la description d'une vidéo. Et c'est la carte de Romain alors c'est Paris, mais il n'y a pas que Paris. Ah non, il y a le monde entier. Il y a Suisse, Monaco, France, parce que je bouge, New York, LA un petit peu.
Et c'est tous les restos, les hôtels, les cafés d'hôtel un peu sympas pour aller bosser, machin, c'est la carte de Romain Lannéry. Mais ça fait 10 ans que je la tiens. Hein. Mais je sais, il y a mais je m'en sers. 300 lieux, ça fait 10 ans que je la tiens, quoi. J'adore cette... Et pourquoi j'adore Google Maps ? Parce que du coup, quand il y a une modification de restaurant, de nom ou autre, tu le vois, c'est mis à jour. T'es pas en train d'ajouter un resto qui, quand il ferme, il reste sur ton application. Ça me rend fou. Donc là, au moins, je sais que le lieu, il dégage le jour où il c'est vrai que c'est le seul outil que les restaurateurs mettent à jour à 100%. Eh ben écoute, je te l'envoie tout de suite et puis je vous l'envoie dès qu'on passe les 10 000 abonnés YouTube. Abonnez-vous. Il viendra avec vous dans un restaurant. Oui, il viendra à vous et vous bordera chez vous après la soirée, faut le savoir. Pour les 10 000 abonnés YouTube, on pourrait faire un événement. Faudrait qu'on y arrive assez vite. Genre là, demain, par exemple. Bon, il faut qu'on se donne un objectif, genre avant fin janvier 2026, tu vois, genre en 2 mois. Franchement jouable, hein. 2 mois, 10 000 abonnés, on organise un événement physique. Et on invite les gens pour faire un épisode en live. Ouais. Par exemple. Ok. Ouais. C'est plus que la carte Google Maps là quand même, on va un peu plus loin. Et voilà. Et après, on fait un striptease d'Henri. En live sur Twitch. Juste abonnez-vous par pitié. On va rajouter des trucs. À très vite. Merci Romain. Salut.